La pauvre mariée fut abandonnée le jour de son mariage et épousa un inconnu, sans imaginer qu'il était un dans le cœur vibrant de Lyon, entre les ruelles fleuries et les pavés mouillés par une légère pluie d'automne. Élodie Moreau vivait ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie. À 32 ans, elle s'apprêtait à épouser Thomas, l'homme avec qui elle partageait ses projets, ses fous rires et l'idée d'un avenir paisible. Fleuriste dans un petit atelier du quartier de la Croix-Rousse, Élodie n'avait jamais rêvé d'un mariage extravagant. Ce qu'elle voulait, c'était de l'authenticité, des fleurs des champs, des rires sincères et le regard ému de celui qu'elle aimait. La salle de réception, une ancienne orangerie restaurée aux vitres immenses, baignait dans une lumière douce. Chaque recoin respirait la délicatesse d'Élodie, pivoine poudrée, eucalyptus suspendu et guirlandes faites à la main. Elle avait composé les bouquets elle-même, malgré les protestations de ses amis, refusant de confier à quiconque ce geste symbolique. C'était son offrande d'amour. À 11 heures du matin, elle se regardait dans le miroir. La robe, fluide et simple, soulignait sa silhouette sans extravagance. Son chignon flou laissait échapper quelques mèches rebelles et un voile court retombait sur ses épaules nues. Elle souriait timidement, le cœur battant. À midi pile, les invités s'installaient. Famille, amis, voisins, tous attendaient l'entrée du marié avec une excitation palpable. Les murmures s'élevaient, les appareils photos étaient prêts, et la musique douce débutait. Élodie se tenait derrière les grandes portes vitrées, respirant profondément. L'émotion montait, larmes prêtes à jaillir de ses yeux clairs. Mais une minute passa, puis 2, puis 5. Le maître de cérémonie jeta un regard inquiet à l'organisatrice. Celle-ci pianota nerveusement sur son téléphone. Aucun message, aucun appel, aucun signe de Thomas. Les murmures changèrent de ton. L'enthousiasme se fit perplexité, puis inquiétude. Le père d'Élodie s'approcha, chuchotant à l'oreille de sa fille qu'il allait appeler Thomas. Elle acquiesça, tremblante. 10 minutes plus tard, il revint, livide. Messagerie, toujours la messagerie. Le silence s'épaissit comme une chape de plomb. Les regards curieux se posèrent sur Élodie, qui se tenait droite, figée. Ses mains serrèrent le bouquet au point d'en froisser les tiges. Sa respiration s'accélérait. Une douleur sourde montait dans sa poitrine. Elle balaya la pièce du regard, espérant voir surgir Thomas, essoufflé, avec une excuse improbable. Rien. Une amie s'approcha, posant une main sur son épaule. Un oncle tout sauta maladroitement. La grand-mère, assise au premier rang, soupira en secouant la tête. Les minutes s'étiraient comme des heures. Il était désormais évident que Thomas ne viendrait pas. Abandonné. Le mot claqua dans son esprit comme un éclair. Elle sentit les larmes monter mais ne voulait pas pleurer. Pas là. Pas devant tout le monde. Elle inspira profondément, recula d'un pas, puis 2, et fit demi-tour lentement. Les invités s'écartèrent, lui laissant un couloir de silence et de compassion maladroite. Dans la cour de l'orangerie, elle se tenait seule, les bras ballants, son bouquet tombé à ses pieds. La pluie reprenait doucement. Chaque goutte semblait souligner son humiliation. Elle pensa à tout ce qu'elle avait préparé, aux mois de travail, aux nuits d'insomnie à imaginer ce moment, à l'amour qu'elle croyait partager. Des pas s'approchèrent. Elle se retourna brièvement, croisa des regards fuyants, gênés. Personne n'osait lui parler. C'était trop brutal, trop absurde, trop honteux. Et pourtant, au milieu de la foule figée, un regard se détacha. Un regard intense, sombre, posé sur elle, avec une attention étrange. L'homme en retrait n'avait pas bougé depuis le début du chaos. Il ne semblait pas connaître quiconque ici. Il ne chuchotait pas, ne jetait pas de coups d'œil discrets. Il la regardait. Juste elle. Élodie sentit son cœur se serrer d'une manière différente. Ce regard-là ne portait ni pitié ni jugement. Il était plein d'une chose qu'elle ne pouvait encore nommer, mais qui transperçait le bruit de son humiliation. Elle détourna les yeux, incertaine, mais lui ne détourna pas les siens. Et dans ce silence désespérant, cette présence muette était la seule chose qui ne semblait pas fausse. Le bouquet gisa toujours au sol, le ciel se couvrait un peu plus, la pluie devenait plus dense, et Élodie, sans le savoir, venait de croiser celui qui allait bouleverser son existence d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais en plein chaos, ce regard silencieux et intense allait tout changer. La pluie tombait maintenant avec régularité,
lavant le sol de la cour et détrempant les pétales tombés du bouquet abandonné. Élodie restait figée, ses bras croisés sur sa robe détrempée, les doigts crispés sur les pans du tissu. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas. Son regard était fixé au sol, mais à l'intérieur un torrent grondait, prêt à l'engloutir. Chaque battement de cœur martelait une question. Pourquoi? Pourquoi Thomas ne s'était-il pas présenté? Pourquoi n'avait-il pas appelé? Pourquoi l'avait-il laissé seul devant tous? Les voix derrière elle bourdonnaient, s'entrecroisaient, tissaient une toile de commentaires murmurés qu'elle préférait ignorer. C'est alors que les pas résonnèrent doucement sur les dalles humides. Ils n'étaient pas pressés, ni hésitants, simplement mesurés. Elle leva les yeux, encore noyée dans sa stupeur, et aperçut l'homme qui, quelques instants plus tôt, avait croisé son regard dans la salle. Il était grand, mince, vêtu d'un costume gris foncé, sans fioritures. Sa chemise, légèrement froissée, trahissait une absence de vanité. Son visage était calme, fermé, mais ses yeux étaient d'une intensité troublante. Pas de compassion exagérée, pas de curiosité malsaine, juste une attention franche, presque dérangeante par sa sincérité dans ce moment de gêne collective. Il s'approcha à une distance respectueuse, puis s'arrêta. Il n'eut pas besoin de se présenter. Ce qu'il fit n'était pas un geste social, ni une tentative maladroite de réconfort. Il parla d'une voix posée, presque basse, comme si le silence entre eux avait sa propre densité. « Vous n'avez pas à rester ici, pas à supporter leur regard. » Élodie le fixa confuse. Cette phrase si simple avait ébranlé quelque chose en elle. Il ne lui disait pas que tout irait bien. Il ne lui proposait pas de l'accompagner à l'intérieur ou de l'aider à appeler quelqu'un. Il ne faisait aucune promesse. Juste une constatation. Et pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore, cela la toucha plus profondément que toutes les mains compatissantes qui s'étaient tendues. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Alors, il reprit, toujours aussi calme. « Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas invité. Je suis venu accompagner un ami photographe. » Il montra du menton un homme au loin, penché sur son appareil, l'air embarrassé de capter une tragédie qu'il n'avait pas prévu de couvrir. « J'étais là, par hasard, mais j'ai vu le vide qu'il a laissé. Et j'ai vu votre force. Vous êtes resté debout. » Élodie le regarda longuement. Il ne bougeait pas, ne souriait pas. Il attendait. Elle aurait pu lui demander de partir, l'ignorer. Mais il y avait dans sa présence une forme de solidité qu'elle n'avait jamais ressentie chez personne. Comme s'il était une sorte d'ancrage, tombé du ciel sans explication. Elle recula d'un pas, perdue. Il ne fit pas un mouvement. Puis, soudainement, elle se surprit à poser une question absurde. « Pourquoi vous me dites tout ça ?» Il haussa légèrement les épaules. « Parce que vous êtes là, seul, et que, parfois, dans le chaos, il faut un acte déraisonnable pour tout remettre à l'endroit. » Il la fixa de ses yeux clairs, sans détour. « Mariez-vous avec moi ?» Élodie crut ne pas avoir bien entendu. Elle éclata d'un rire nerveux, sec, presque amer. Il resta impassible. « Quoi? Vous avez tout préparé. La robe, la salle, les fleurs, les témoins, le vide que cet homme a laissé. Pourquoi le laissez-vous voler ce moment ?» Elle recula encore. Ses pensées s'embrouillaient. Était-ce une plaisanterie cruelle, un acte de folie? Et pourtant, il n'y avait dans son regard aucun jeu, aucune moquerie. Juste cette étrange détermination tranquille. « Je ne vous connais pas, et je ne vous connais pas. C'est un fait, mais parfois l'inconnu vaut mieux qu'une certitude douloureuse. » Elle se détourna, posant la main sur le tronc d'un vieux platane, respirant fort. Elle aurait dû le repousser, lui dire que c'était absurde, que c'était insensé. Mais une voix en elle, bien plus ancienne que la raison, chuchotait autre chose. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle avait été humiliée, exposée. Si elle repartait maintenant, elle n'aurait plus que le vide et les regards pleins de pitié. Elle se retourna. C'est une folie. Peut-être, mais une folie choisie vaut mieux qu'un abandon subi. Il tendit lentement la main vers elle, paume ouverte. Elle hésita. 1 seconde, 2, puis elle laissa sa main glisser dans la sienne. Sa paume était chaude, solide. Elle hocha la tête, sans parler. Ils revinrent ensemble vers la salle. Les murmures redoublèrent. Les invités les fixaient, incrédules. L'organisatrice s'approcha, bouche entr'ouverte, prête à poser 1000 questions. Julien, c'était ainsi qu'il se présenta rapidement, lui parla à voix basse. Elle pâlit, puis acquiesça. Le mariage reprit.
mais dans une atmosphère irréelle. Le marié n'était plus celui attendu. Les regards étaient confus, choqués, certains outrés. Mais la cérémonie eut lieu. Sobre, étrange, silencieuse. Élodie répondit d'une voix claire à la question solennelle. Julien aussi. Ils étaient mariés. Elle, encore en robe blanche, les cheveux légèrement mouillés, les yeux secs mais insondables. Lui, droit, calme, énigmatique. Il ne lui prit pas la main, ne chercha pas à l'embrasser. Il respecta la distance. Et pourtant, dans ce geste fou, une page venait de se tourner. Quelques minutes plus tard, ils quittèrent la salle ensemble, sans se retourner. Dans la voiture, le silence régna un instant. Avant qu'il ne rompe doucement, « Vous avez un nom magnifique. Élodie. Élodie Moreau. Julien Lefebvre. » Elle hocha la tête, regardant par la fenêtre. Elle venait d'épouser un homme dont elle ignorait tout. Même le nom de famille ne lui disait rien avant qu'il ne le prononce. Mais au fond d'elle, une chose était certaine. Ce geste insensé ne resterait pas sans conséquence, et elle n'avait encore aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. À l'aube, le ciel d'un bleu laiteux enveloppait Lyon d'un silence étrange. La ville se réveillait lentement, mais pour Élodie, il n'y avait plus de rythme familier. Les événements de la veille lui semblaient à la fois lointains et gravés à vif. Elle était allongée dans un lit qu'elle ne connaissait pas, dans une chambre d'hôtel modeste, les murs beiges et les rideaux épais formant une barrière contre le monde extérieur. Assise sur le bord du matelas, pieds nus, elle regardait ses mains encore marquées de restes de maquillage et de pétales séchés. Elle portait une robe de chambre grise, empruntée à la réception, et dans sa tête résonnait une phrase absurde. « Je suis mariée ». Julien dormait dans la pièce d'à côté. Il avait réservé 2 chambres, sans rien suggérer. Il n'avait pas cherché le contact physique, ni tenté de s'approcher après la cérémonie. Son comportement avait été irréprochable, presque clinique. Il avait agi comme un gardien silencieux, présent uniquement quand nécessaire. Et pourtant, cette retenue éveillait en Élodie une curiosité dérangeante. Ils prirent le petit déjeuner dans la salle commune de l'hôtel, chacun avec un café noir devant soi. Julien la regardait à peine, concentré sur son téléphone, répondant à des messages en allemand puis en italien. Ses doigts tapaient rapidement, avec une assurance qui trahissait l'habitude. Elle l'observait discrètement. Ses gestes étaient précis, économes. Il n'était pas nerveux, plutôt en contrôle. Comme si tout cela, même le mariage improvisé, entrait dans un plan qu'il ne révélait à personne. « Tu parles combien de langues ?» demanda-t-elle enfin, la voix encore rauque. Il releva les yeux. Un éclair d'amusement discret passa dans son regard. 4 couramment, et quelques notions d'autres. Elle acquiesça sans commenter. Elle ne voulait pas trop en dire sur elle-même, pas encore. Elle ne savait même pas ce qu'il faisait dans la vie. Et lui, étrangement, n'avait posé aucune question. Ni sur Thomas, ni sur sa famille, ni sur ce qu'elle comptait faire maintenant. Elle fixa la cuillère dans sa tasse, puis lâcha « J'ai besoin de disparaître pendant quelque temps. Je ne peux pas rester ici. » Julien la regarda longuement, puis posa doucement sa tasse. « Annecy. » Elle haussa les sourcils. « Pardon ? Si tu veux vraiment t'isoler, Annecy est parfaite. C'est une ville calme, entourée de montagnes, de lacs, peu de chances que des curieux viennent t'y chercher. » Elle fronça les sourcils, hésitante. « Tu connais quelqu'un là-bas ?»« Non, mais j'y ai un appartement. » Le silence s'étira. L'idée de le suivre semblait absurde. Elle ne savait rien de lui. Et pourtant, une partie d'elle, la même qui avait accepté de l'épouser la veille, lui murmurait qu'elle n'avait plus rien à perdre. Rester à Lyon signifiait affronter les regards, les rumeurs, les questions. Et puis, elle n'était pas prête à rentrer chez ses parents. Pas maintenant. Elle hocha la tête. Julien ne sourit pas. Il se contenta de se lever, de régler la note et de l'attendre à la porte. Il n'existait entre eux aucun échange affectif, aucune complicité. Seulement, une sorte de pacte tacite, né du chaos. Ils partirent 1 heure plus tard dans une voiture noire aux vitres teintées. Une berline allemande, silencieuse, puissante, trop luxueuse pour un homme qui prétendait n'être qu'un invité de dernière minute. Élodie ne fit pas de commentaire, mais elle observait. Le trajet fut calme. Julien roulait prudemment, écoutant des podcasts en anglais qu'il changeait régulièrement. Élodie, de son côté, somnolait, le regard perdu sur les paysages qui défilaient. Champs, forêts, stations-service. Le monde continuait de tourner, indifférent à ce qu'elle venait de traverser. Annecy les accueillit sous un ciel couvert.
Les rues pavées, les maisons colorées et le lac d'un bleu sombre créaient une atmosphère presque irréelle. L'appartement de Julien était situé dans un quartier résidentiel tranquille, à quelques rues du centre. Un immeuble moderne, sécurisé, avec une entrée discrète. L'intérieur était minimaliste, mais d'un goût irréprochable. Pas de photos, pas d'objets personnels. Tout était parfaitement rangé. Élodie s'installa dans une des chambres d'amis. Julien lui laissa de l'espace, prépara un dîner simple, des pâtes au pesto et du vin rouge, et mangea en silence. Ils échangèrent quelques banalités, mais rien de profond. Il évitait les questions. Et elle, de plus en plus, commençait à se demander qui il était vraiment. Il n'avait jamais dit son métier. Il avait mentionné un collègue photographe, mais il ne semblait pas avoir le profil d'un assistant ou d'un indépendant. Chaque détail de son quotidien transpirait l'aisance. Il utilisait un ordinateur portable dernier cri, possédait une montre de luxe discrète et répondait parfois à des messages cryptés sur une application qu'elle ne reconnaissait pas. Un soir, elle le surprit en train de parler au téléphone dans une langue qu'elle ne parvenait pas à identifier. Les jours passaient et Julien restait d'une régularité presque mécanique. Chaque matin, il partait courir. À son retour, il lisait les journaux, toujours internationaux, et restait plusieurs heures devant son ordinateur. Il n'avait ni télévision ni console, aucun loisir apparent. Il cuisinait, nettoyait, vivait comme un homme seul. Mais rien en lui ne ressemblait à un homme ordinaire. Une semaine après leur arrivée, Élodie tomba sur un objet anodin qui déclencha une nouvelle série de questions. En voulant chercher un câble dans un tiroir du salon, elle trouva un petit badge noir avec une puce intégrée et un nom gravé en lettres argentées. Lefebvre Enterprise. Elle le retourna plusieurs fois, le cœur battant. Ce n'était pas juste un gadget, c'était une carte d'accès probablement sécurisée. Mais à quoi? Et surtout, pourquoi Julien n'avait-il jamais mentionné ce nom? Ce n'était pas un hasard. Elle reposa discrètement la carte à sa place, mais à partir de cet instant, son regard sur Julien changea. Chaque geste, chaque mot, chaque absence de réponse devenait suspect. Elle n'allait pas lui poser la question de front, pas encore. Elle voulait comprendre d'abord, sans alerter, mais elle se promit une chose, elle allait découvrir la vérité. Parce que personne ne vit dans un luxe discret, parle 4 langues, conduit un véhicule sans plaque officielle, reçoit des appels nocturnes dans une langue inconnue et possède un badge d'entreprise mystérieuse, sans cacher quelque chose. La matinée était froide. La lumière du lac d'Annecy projetait des reflets argentés sur les murs de l'appartement. Élodie, assise à la table de la cuisine, tournait machinalement sa cuillère dans un café qui avait déjà perdu toute chaleur. Ses yeux fixèrent la fenêtre, mais son esprit était entièrement concentré sur l'objet qu'elle avait trouvé la veille. Ce badge noir, marqué Lefebvre Enterprise, n'était pas un détail. Il était une clé. Et avec cette clé, une porte invisible venait de s'ouvrir dans sa tête. Elle savait que le moment était venu d'affronter Julien, au risque de briser ce silence fragile qui existait entre eux. Elle ne pouvait plus rester spectatrice de sa propre vie. Elle avait quitté Lyon pour fuir l'humiliation, mais ici, dans ce refuge, elle se sentait désormais prisonnière de questions sans réponse. Julien, comme chaque matin, revenait de son jogging. Ses cheveux étaient humides de sueur, son souffle encore un peu court. Il retira sa veste de sport, la posa sur le dossier d'une chaise et servit 2 verres d'eau sans un mot. Sa routine était implacable. Il se comportait comme un homme qui contrôle chaque minute, chaque geste. Cette mécanique froide commençait à exaspérer Élodie. Elle avait besoin d'un signe d'humanité, d'un mot qui dépasse la politesse. Elle inspira profondément, posa sa tasse et lança sans préambule « Ce badge, Julien. Lefebvre Enterprise. Qu'est-ce que c'est ?» Il se figea une fraction de seconde, imperceptible pour un œil distrait. Mais elle le vit. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le verre. Puis il leva les yeux vers elle, un sourire léger aux lèvres, presque amusé. « C'est juste un nom commun. Lefebvre est très répandu. » Elle soutint son regard, refusant d'être écartée par une pirouette. « Ce n'est pas un nom commun pour toi. C'est ton nom. Et tu ne m'as jamais dit ce que tu faisais. Ni pourquoi tu avais un appartement ici, ni pourquoi tu conduis une voiture sans plaque normale. » Julien posa calmement le verre sur la table et s'assit en face d'elle. Ses coudes effleurèrent le bois, ses mains se croisèrent. Son regard était d'un calme presque dérangeant. Il n'esquiva pas tout de suite,
Mais il ne répondit pas non plus. « Pourquoi ça t'intéresse » demanda-t-il enfin. Élodie sentit une bouffée de colère monter. Elle n'était pas prête à se laisser enfermer dans son jeu de questions inversées. « Parce que je suis ta femme. Peut-être par impulsion, mais je le suis. Et je mérite au moins de savoir avec qui je vis. » Un silence. Julien baissa légèrement la tête, puis la redressa. Un léger soupir lui échappa, comme s'il venait d'abandonner une résistance. Pourtant, au lieu de se confier, il esquissa un sourire qu'elle trouva presque tendre. « Tu as raison. Mais tout ne se dit pas en un matin. » Elle frappa la table du plat de la main, pas fort, mais assez pour briser l'atmosphère feutrée. Ses yeux brillèrent. « Arrête de jouer. Depuis que je suis ici, tu mènes cette vie bizarre. Tu reçois des appels à l'aube. Tu parles des langues que je ne comprends pas. Je ne sais même pas ce que je fais là. Si c'est un piège, dis-le. » Julien resta immobile. Puis, au lieu de répondre, il se leva et alla se verser un nouveau verre d'eau. Son dos large masquait son visage. Il sembla réfléchir, puis dit d'une voix posée « Je ne fuis rien ». Élodie sentit un frisson dans sa nuque. Elle avait pensé l'inverse. Il parlait toujours sans hausser le ton, mais cette phrase avait la résonance d'une vérité partielle, presque une provocation. « Alors qu'est-ce que tu caches ?» Il se retourna enfin. Dans ses yeux, il y avait un éclat différent, un mélange de fatigue et de détermination. « Ce n'est pas le moment », souffla-t-il. Il posa son verre, prit sa veste et sortit de l'appartement, la laissant seule avec son café froid et son cœur battant. La porte se referma doucement derrière lui. Elle resta immobile, ses mains crispées sur la table. C'était la première fois qu'il quittait les lieux de cette manière, comme si l'air entre eux était devenu trop lourd. Pendant le reste de la matinée, Élodie erra dans l'appartement, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle n'était plus sûre de ce qu'elle ressentait. De la colère, oui, mais aussi une fascination étrange. Julien n'était pas violent ni méprisant. Il était attentif, prévenant même. Elle avait vu dans ses gestes quotidiens une délicatesse rare. Il cuisinait pour elle sans qu'elle le demande, rangeait ses affaires, laissait toujours une tasse de thé prête sur la table en fin d'après-midi. Pourtant, ce voile de mystère qui l'entourait transformait chaque geste en énigme. Était-ce sincère ou calculé? Était-il un homme bienveillant ou un acteur habile? La nuit précédente, elle s'était réveillée en entendant sa voix. Il parlait au téléphone dans le salon, à voix basse, dans une langue gutturale qu'elle n'avait jamais entendue. Quand elle s'était levée pour voir, il avait déjà raccroché et effacé l'écran. Il lui avait souri comme si de rien n'était, lui proposant un verre d'eau. Ce souvenir la hanta toute la journée. L'après-midi, elle sortit marcher le long du lac. L'air frais lui fit du bien. Elle observa les cygnes, les bateaux, les enfants qui jouaient. Tout semblait normal ici. Elle se demanda ce que faisaient ses parents à Lyon, si la rumeur de son mariage improvisé avait déjà circulé. Elle n'avait pas eu le courage de les appeler. Elle imaginait leur visage, partagé entre inquiétude et incompréhension. Elle, la fille sérieuse, la fleuriste discrète qui avait tout prévu, s'était retrouvée mariée à un inconnu en quelques minutes. C'était impensable. En fin d'après-midi, elle rentra. Julien n'était pas là. Sur la table, un mot écrit à la main l'attendait. « Je dois m'absenter quelques heures. Reviens avant la nuit. » Elle relut la phrase plusieurs fois. Il ne précisait ni où il allait, ni ce qu'il faisait. Elle sentit un mélange d'inquiétude et de défi. Pourquoi devrait-elle l'attendre? Pourquoi devrait-elle encore subir ce rôle passif? Elle décida de ne plus rester spectatrice. Si Julien ne voulait pas parler, elle trouverait ses réponses autrement. Elle s'habilla rapidement, prit un manteau et sortit à son tour. Son instinct lui disait qu'il se rendait quelque part d'important, peut-être à Lyon. Elle connaissait son style de conduite, sa voiture. Si elle le suivait discrètement, elle pourrait peut-être découvrir ce qu'il cachait. Son cœur battait vite, mais ses pas étaient décidés. Elle se posta à distance, à l'angle d'une rue, et attendit. Le crépuscule tombait, les lampadaires s'allumaient. Quelques minutes plus tard, la voiture noire sortit du parking souterrain. Julien était au volant. Elle monta rapidement dans un taxi, donnant les indications pour le suivre. La course commença. Chaque virage, chaque feu rouge la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. La route était longue. Julien conduisait avec aisance, se fondant dans la circulation. Le taxi, discret, gardait toujours quelques voitures d'écart. Élodie sentait son estomac se nouer. C'était peut-être dangereux, mais c'était trop tard pour reculer. 1 heure plus tard, les lumières de Lyon apparurent au loin.
Elle comprit qu'il l'avait quitté chaque jour pour revenir ici. Mais pourquoi faire? L'idée qu'il mène une double vie, qu'il soit impliqué dans quelque chose d'obscur, la frappa soudain. Son esprit carburait à 1000 à l'heure. Les images se mélangeaient. Le badge, la voiture, les appels nocturnes, son calme inébranlable. Le taxi ralentit. Julien venait de s'arrêter devant un bâtiment imposant, aux façades vitrées et à la sécurité visible. Elle plissa les yeux. Sur la devanture, en lettres massives et élégantes, brillait un nom qu'elle n'avait vu qu'une fois, Lefebvre Corporation. Élodie sentit son souffle se couper. Le ciel de Lyon était d'un gris uniforme ce matin-là, mais les vitres du bâtiment où Julien venait d'entrer brillaient comme des miroirs polis. Élodie, tapie à l'intérieur du taxi garé à distance, observait sans cligner des yeux la façade monumentale qui portait en lettres argentées Lefebvre Corporation. Elle connaissait désormais le nom complet, gravé non seulement sur le badge découvert dans son appartement d'Annecy, mais aussi à l'entrée d'un complexe qui respirait l'autorité et la puissance. Des hommes en costume contrôlèrent les entrées, des caméras pivotantes surveillaient chaque recoin, des voitures aux vitres teintées défilaient devant l'entrée principale. Tout était réglé comme une mécanique d'horloger. Rien à voir avec le portrait de l'homme discret qu'elle partageait depuis peu. Julien n'était pas seulement quelqu'un de secret, il appartenait à un monde qui lui était étranger. Elle demanda au chauffeur d'attendre encore, sa voix à peine audible. Ses doigts tremblaient légèrement sur son sac. Elle sentait un mélange d'excitation et d'appréhension monter en elle. Cette vision confirmait ses soupçons. Julien n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était l'ampleur de ce qu'il représentait. La question n'était plus seulement qui il était, mais pourquoi il lui cachait tout cela. La pluie commença à tomber en fines gouttes, rendant la scène encore plus irréelle. Les passants pressés marchaient sous leur parapluie, indifférents à cette tour de verre qui ressemblait plus à un sanctuaire qu'à un simple siège d'entreprise. Julien entra par une porte latérale, après avoir présenté son badge à un portique de sécurité. Son visage restait impassible, mais ses gestes étaient ceux d'un homme qui connaissait parfaitement les lieux. Il ne jetait aucun regard autour de lui, comme si son anonymat dans la rue se transformait ici en évidence. Elle pensa à son appartement d'Annecy, sans photo, sans objet personnel. C'était peut-être un refuge, une cache. Tout prenait un sens soudain, mais ce sens faisait naître 1000 nouvelles interrogations. Élodie resta dans le taxi encore une vingtaine de minutes, notant mentalement chaque détail, chaque mouvement. Elle vit 2 berlines noires quitter le parking souterrain, chacune avec un chauffeur en costume. Elle nota aussi le nom d'une filiale affichée sur un panneau secondaire près de l'entrée, Division internationale, accès réservé. Tout cela résonnait avec les langues que Julien parlait au téléphone. Il n'était pas un simple employé. Il occupait un poste qui exigeait un niveau d'accès élevé. Mais lequel? Le chauffeur finit par lui demander si elle voulait descendre. Elle secoua la tête et demanda à retourner vers la gare, ses pensées bouillonnantes. Pendant le trajet retour, elle regarda les rues défiler. Incapable de fixer son attention sur autre chose, son esprit travaillait vite. Il fallait agir méthodiquement. Elle ne pouvait pas le confronter sans preuve. Il fallait comprendre avant de parler. De retour à Annecy, elle entra dans l'appartement sans bruit. Julien n'était pas encore rentré. Elle alla directement dans la chambre, sortit son téléphone et lança des recherches. Les premières pages de résultats étaient vagues. Lefebvre Corporation était décrite comme un conglomérat européen présent dans plusieurs secteurs: finance, logistique, technologie, développement durable. Mais aucun visage n'accompagnait les articles. Le site officiel était minimaliste, presque anonyme. Pas de photos du dirigeant, pas de biographie, juste des communiqués de presse et des rapports financiers. Elle fouilla plus profondément, allant sur des forums spécialisés, des archives de journaux économiques. C'est alors qu'elle tomba sur un article d'une revue internationale daté de 2 ans. Lefebvre Corporation, l'empire invisible dirigé par un fantôme. Elle cliqua. Le texte décrivait un homme nommé Julien Lefebvre, présenté comme un des entrepreneurs les plus riches d'Europe, mais dont l'image publique était quasi inexistante. Pas d'interview, pas de conférence, pas de photos récentes. Son nom apparaissait dans les classements économiques, mais jamais dans les soirées mondaines. Il possédait plusieurs résidences, mais ne se montrait nulle part. Les investisseurs le décrivaient comme un génie discret, un stratège qui avait bâti un empire sur le silence
et l'efficacité. L'article évoquait aussi des rumeurs. Certains pensaient qu'il vivait sous une fausse identité pour échapper à des menaces ou à des pressions d'ordre politique et financier. Mais aucune preuve, rien de concret, seulement des fragments. Élodie sentit ses mains devenir moites. Elle relut le passage plusieurs fois. Elle posa le téléphone sur la table, le cœur battant plus vite. Elle était mariée à cet homme, un homme qui, aux yeux du monde, était un mystère. Elle repensa à chaque geste, chaque mot de Julien depuis leur rencontre. Son calme, sa réserve, son refus de répondre directement. Tout cela n'était pas seulement une question de caractère, c'était une stratégie de survie. Le bruit de la porte la fit sursauter. Julien était rentré. Elle éteignit rapidement l'écran et le glissa sous un magazine. Il entra dans le salon avec un sac de courses, comme si de rien n'était, et lui sourit brièvement avant de ranger les provisions. Il sortit une bouteille de vin, du pain frais, quelques fromages. Tout était normal en apparence. Mais Élodie, maintenant, ne voyait plus que le masque. Chaque geste semblait calculé pour projeter une normalité. Elle l'aida à mettre la table, son esprit en ébullition. Elle lui parla du marché du centre-ville, des fleurs qu'elle avait vues dans une vitrine, du lac. Il répondit avec politesse, posant quelques questions sans importance. Ils mangèrent ensemble. Elle l'observait avec un œil nouveau, comme on observe un étranger. Ses mains étaient soignées, mais marquées de légères cicatrices. Sa montre, sobre mais rare, coûtait sans doute plusieurs mois de son revenu de fleuriste. Ses réponses étaient mesurées, jamais spontanées. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Allongée dans son lit, elle écoutait les bruits de l'appartement, guettant chaque mouvement. Julien restait dans son bureau jusqu'à tard, tapant sur son ordinateur. Elle crut entendre des notifications cryptées. Puis le silence. Il se coucha sans faire de bruit. Elle ferma les yeux et revit l'article. Empire invisible dirigé par un fantôme. Elle se demanda si ce fantôme n'était pas devenu son mari par un hasard absurde, ou par un calcul qu'elle ne comprenait pas encore. Quand l'aube se leva sur Annecy, Élodie avait déjà pris une décision. Elle n'allait pas se contenter d'attendre que Julien se dévoile. Elle devait découvrir par elle-même ce qu'impliquait ce mariage, et qui était vraiment l'homme qui dormait de l'autre côté du couloir. Elle savait maintenant que la vérité existait, qu'elle était là, sous ses yeux. Il ne restait plus qu'à la saisir. Le soleil d'automne se levait doucement sur Annecy, mais Élodie ne ressentait aucune douceur dans cette lumière. Ses yeux étaient rougis par une nuit sans sommeil. Elle s'était réveillée plusieurs fois, les images de l'article tournant dans sa tête comme un manège infernal. Elle s'était mariée à un inconnu, et cet inconnu était en réalité un des hommes les plus puissants d'Europe. Plus elle y pensait, plus cette situation lui semblait irréelle. Pourtant, rien dans l'attitude de Julien ne donnait l'impression qu'il était un milliardaire dirigeant un conglomérat tentaculaire. Il cuisinait des repas simples, portait des vêtements sobres et vivait dans un appartement impersonnel. Tout cela semblait calculé pour ne rien laisser paraître. Mais pourquoi lui avait-il proposé ce mariage impulsif? Était-ce un geste sincère ou une stratégie dont elle ignorait encore le but? Elle se leva avant lui et s'installa dans la cuisine avec son ordinateur portable. Ses doigts tremblaient légèrement en tapant les mots « Julien Lefebvre CEO » dans la barre de recherche. Les résultats se multiplièrent, mais aucun portrait officiel n'apparaissait. Elle trouva des documents financiers, des articles sur des acquisitions et des fusions menées par Lefebvre Corporation, des communiqués de presse où le nom du PDG était mentionné sans aucune citation directe. Les rares photos publiées étaient floues ou anciennes, prises de loin. C'était comme si Julien s'effaçait systématiquement de toute image publique. Plus elle cherchait, plus elle découvrait un réseau d'entreprises interconnectées dans plusieurs pays. Logistique, transport maritime, innovation technologique, énergie renouvelable. Un empire colossal dissimulé derrière un nom presque banal. Elle lut un rapport d'analyse économique indiquant que la société était devenue en moins d'une décennie l'un des acteurs majeurs du commerce européen grâce à une stratégie basée sur la discrétion et la diversification. Élodie ferma les yeux un instant. Tout cela dépassait l'entendement. Elle n'était plus seulement une fleuriste humiliée devant ses invités. Elle était devenue, en l'espace de quelques heures, la femme d'un homme dont l'influence et la fortune se mesuraient en milliards d'euros. Mais ce qui l'inquiétait le plus n'était pas l'argent ni le pouvoir. C'était le silence. Julien n'avait rien dit. Pas un mot sur son rôle.
ses responsabilités, ses risques. Elle se sentait comme une figurante dans un scénario qui lui échappait. Et pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, elle ressentait aussi quelque chose d'inattendu, un début d'attachement à cet homme énigmatique. Il ne l'avait jamais traitée avec condescendance. Il respectait son espace, ses silences, sa dignité. Elle percevait dans ses gestes une sorte de délicatesse qui contrastait avec l'image glaciale du PDG invisible. Quand Julien se leva, il la trouva dans la cuisine, le visage fermé, les doigts crispés sur sa tasse. Il ne dit rien d'abord. Il se prépara un café, s'assit en face d'elle et l'observa. Elle sentit son regard posé sur elle, comme un poids silencieux. « Tu es levé tôt », dit-il simplement. Elle le fixa, incapable de masquer plus longtemps son trouble. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» lâcha-t-elle enfin. Julien fronça légèrement les sourcils. Rien dit sur quoi. Elle posa son ordinateur ouvert entre eux. L'écran affichait l'article de la revue internationale, avec son nom et celui de l'entreprise. Sur ça, sur toi, sur ce que tu es vraiment. Il regarda l'écran sans ciller, puis leva les yeux vers elle. Pas de colère, pas de panique, juste un silence dense. « Comment as-tu trouvé ça ? C'est public, ce n'est pas caché. Ce qui est caché, c'est toi. » Il poussa un léger soupir et se passa une main sur le visage. « Je n'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le moment. » Elle sentit la colère monter en elle. « Pas le moment ? Tu m'as épousée ? Tu m'as emmené ici ? Tu contrôles chaque détail de ta vie et tu veux me faire croire que ce mariage improvisé était un accident ?» Il baissa la tête un instant, comme pour rassembler ses pensées. Ce mariage n'était pas prévu. C'était un geste, un moment où tout a basculé. Je ne t'ai pas menti sur ce que je fais. Je n'ai juste rien dit. Elle éclata d'un rire amer. Ne rien dire, c'est mentir autrement. Julien ne répondit pas tout de suite. Il prit une gorgée de café, regarda par la fenêtre, puis revint à elle. « Ma vie est compliquée. Il y a des enjeux que tu ne peux pas imaginer. Si je me cache, ce n'est pas par plaisir. C'est une question de survie et de stratégie. Plus les gens en savent, plus ils sont exposés. » Elle le fixa, son cœur battant plus fort. Ce n'était pas une confession complète, mais c'était la première fois qu'il lui donnait un fragment de vérité. Elle se demanda ce que signifiait « exposer ». Était-il en danger ? Avait-il des ennemis ? Mais elle refusa de poser la question. Elle ne voulait pas lui montrer qu'elle était déjà happée par son univers. Le reste de la journée se déroula dans un silence tendu. Julien s'enferma dans son bureau. Élodie sortit marcher au bord du lac pour respirer. Elle se sentait partagée entre deux élans contraires. Fuir cet homme et cet univers avant qu'il ne soit trop tard, ou rester et comprendre ce qui se cachait derrière ce masque. Le soir, quand elle rentra, l'appartement baignait dans une lumière tamisée. Julien avait préparé un dîner simple, comme toujours, et l'attendait à table. Elle s'assit en face de lui. Ils mangèrent sans parler. Mais elle sentait son regard posé sur elle, un regard qui n'était plus tout à fait le même. Comme s'il avait compris qu'elle savait désormais, qu'il ne pouvait plus maintenir cette façade indéfiniment. À peine le repas terminé, un bruit soudain rompit la tension. Quelqu'un frappa à la porte. Un coup sec, assuré. Élodie sursauta. Julien se leva lentement, posa sa serviette et alla ouvrir. Dans l'encadrement apparut une femme élégante, la quarantaine, cheveux tirés en arrière, tailleur impeccable. Son regard était froid, calculateur. Elle s'adressa directement à Julien d'une voix ferme. « Nous devons parler tout de suite. » Julien ne répondit pas. Il se contenta de s'écarter pour la laisser rentrer. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Elle ne connaissait pas cette femme, mais tout, dans son attitude, respirait l'autorité et la menace contenue. La pièce sembla soudain se rétrécir, l'air se charger d'une tension nouvelle. Elle comprit que cette femme appartenait au monde de Julien. Un monde qu'elle ne connaissait pas encore, mais qui venait de franchir le seuil de l'appartement sans prévenir, comme une ombre familière. L'air dans l'appartement d'Annecy s'était alourdi dès l'instant où cette femme avait franchi le seuil. Élodie, debout près de la table, sentit ses doigts se crisper sur le dossier d'une chaise, comme si elle cherchait un ancrage pour ne pas vaciller. La visiteuse referma la porte derrière elle avec une lenteur calculée, posa son sac en cuir sur le buffet et balaya la pièce d'un regard méthodique. Rien dans ses gestes n'était improvisé. Elle portait un tailleur gris foncé d'une coupe impeccable, des talons discrets, des boucles d'oreilles sobres mais coûteuses. Tout en elle respirait la maîtrise et l'autorité.
Julien, resté debout à l'entrée du salon, semblait à la fois tendu et résigné, comme un homme habitué à ce type d'intrusion, mais conscient qu'elle allait bouleverser l'équilibre fragile qui régnait dans son refuge. « Claire », dit-il enfin d'une voix basse, presque détachée. Élodie se raidit. Le ton sur lequel il avait prononcé ce prénom ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait entendu de lui auparavant. Ni douceur, ni colère, ni surprise. Plutôt une lassitude contenue. La femme s'avança d'un pas ferme et répondit, son regard glissant brièvement sur Élodie, avant de revenir se fixer sur Julien. « Nous devons parler, Julien. Tout de suite. » Julien hocha la tête sans rien dire et fit signe vers le couloir. Mais Claire ne bougea pas. Elle planta ses yeux clairs dans ceux d'Élodie et articula lentement, comme pour que chaque mot pénètre profondément. « Vous êtes Élodie Moreau, n'est-ce pas ?» La voix était polie, mais le ton sec, tranchant comme une lame. Élodie sentit son estomac se nouer. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Claire fit quelques pas vers elle, réduisant la distance avec une aisance qui tenait de l'habitude du pouvoir. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous avez mis les pieds, » reprit-elle. « Julien n'est pas l'homme que vous croyez. Il a des responsabilités immenses, des responsabilités qui dépassent votre imagination. » Julien intervint enfin, sa voix plus ferme que d'ordinaire. « Ça suffit, Claire. » Mais la femme ne se laissa pas interrompre. Elle continua, ses yeux toujours rivés sur Élodie. « Vous devriez vous éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas un avertissement personnel, c'est un conseil professionnel. Il y a des enjeux dont vous ignorez tout. » Élodie sentit une colère sourde monter en elle. Depuis des jours, elle vivait dans l'ombre d'un mystère. Et maintenant, une inconnue débarquait pour lui dire de partir sans explication. Elle inspira profondément, cherchant ses mots. « Si c'est vraiment pour me protéger, expliquez-moi, qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait exactement ?» Claire esquissa un sourire glacé, comme on le ferait à un enfant naïf. « Ce que Julien fait ne regarde que lui. Plus vous en savez, plus vous devenez une cible. Vous n'avez pas idée des forces qui gravitent autour de lui. » Julien fit un pas vers elle, son expression fermée. « Claire, je t'ai dit que ça suffit. » Cette fois, le ton n'admettait pas de réplique. La femme se tourna enfin vers lui, soutint son regard quelques secondes, puis recula légèrement. « Très bien. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu, » dit-elle d'une voix basse. Elle ramassa son sac avec lenteur sans quitter Élodie des yeux et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Vous êtes courageuse, Madame Moreau. Mais dans ce monde, le courage est rarement récompensé. » La porte claqua doucement derrière elle. Le silence retomba sur l'appartement comme un rideau lourd. Élodie sentit son cœur battre si fort qu'elle en avait presque mal à la poitrine. Julien resta immobile quelques secondes, le regard fixé sur le parquet. Puis, il passa une main sur son visage et poussa un soupir. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Elle le fixa, ses yeux pleins de questions. « Qui est-elle ?»« Claire Dubois, » répondit-il après une hésitation. « Elle travaille pour moi. C'est compliqué. » Élodie éclata d'un rire sans joie. « Tout est compliqué avec toi. Tout est secret. Tout est caché. Même les gens qui t'entourent me traitent comme une intruse, alors que je suis ta femme. » Julien baissa la tête, mais ne dit rien. Elle sentit son irritation redoubler. « Elle m'a dit de m'éloigner de toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Julien ?» Il leva enfin les yeux vers elle. Dans son regard, il y avait une fatigue profonde, mais aussi une tristesse inattendue. « Elle croit te protéger. Elle ne sait pas. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Elle ne sait pas ce que tu représentes pour moi. » Élodie resta figée. Ces mots auraient pu la toucher, mais ils sonnaient trop vagues pour apaiser ses doutes. « Alors dis-le-moi. Dis-moi ce que je représente. Dis-moi ce que tu es vraiment. » Julien détourna le regard vers la fenêtre. Le ciel était en train de s'assombrir, annonçant la pluie. Il parla d'une voix plus basse, presque pour lui-même. « Si je te dis tout, je t'expose. Si je ne te dis rien, je te perds. » Elle sentit un frisson courir le long de son dos. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. Elle le regarda longuement, puis tourna les talons et se dirigea vers sa chambre. Elle claqua la porte derrière elle et s'adossa contre le bois, les mains tremblantes. Dans le silence de la pièce, elle revit la scène. Cette femme, son ton tranchant, ses mots menaçants. Elle revit aussi Julien debout entre elles deux, comme un rempart fragile entre deux mondes. Elle comprit que ce mariage improvisé l'avait placée au cœur d'une histoire qui n'était pas la sienne. Une histoire faite de pouvoir, de stratégie et de secrets.
Elle se laissa glisser contre la porte, les genoux ramenés contre elle. Dans sa tête, une seule question résonnait. Jusqu'où était-elle prête à aller pour comprendre cet homme et le monde qu'il lui cachait? Elle pensa à sa vie à Lyon, à sa boutique, à ses fleurs. Tout lui semblait si lointain maintenant, presque irréel. Ici, dans cet appartement, elle n'était plus la fleuriste discrète et indépendante. Elle était la femme d'un homme qu'elle ne connaissait qu'à moitié, observée, avertie, testée. Le soir tombait quand elle entendit des pas dans le couloir. Julien se tenait derrière la porte. Il ne frappa pas. Il ne parla pas. Il resta là un moment, puis s'éloigna. Elle entendit le cliquetis de son ordinateur dans le salon. Cette simple sonorité lui donna envie de hurler. Tout en lui restait sous contrôle, même après cette intrusion. Mais elle, à l'intérieur, commençait à se fissurer. Elle se leva enfin, s'approcha de la fenêtre et regarda les lumières de la ville en contrebas. Les mots de Claire résonnaient encore dans sa tête. Dans ce monde, le courage est rarement récompensé. Elle serra les poings, peut-être, mais elle n'était pas venue jusqu'ici pour fuir. Elle voulait savoir, elle voulait comprendre. Et si ce courage devait lui coûter cher, elle n'était plus certaine d'avoir la force de reculer. Le lendemain, avant même que le soleil ne se lève, un nouveau message apparut sur son téléphone. Un numéro inconnu. Quelques mots seulement. Nous devons parler. Venez seule. Claire Dubois. Elle relut le texte plusieurs fois, son cœur battant de plus en plus fort. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un avertissement donné dans le salon d'Annecy. C'était une convocation. Et ce qu'elle découvrirait lors de cette rencontre pouvait bien tout changer. Claire Dubois était assise à la terrasse d'un café discret, ses mains jointes sur la table, ses traits impassibles. Le ciel était couvert, l'air lourd. Élodie, le cœur battant, s'approcha lentement sans regarder autour d'elle. Elle sentait que ses jambes menacèrent de flancher, mais elle continua. C'était trop tard pour reculer. Elle s'installa en face de Claire, qui ne broncha pas. Un serveur apporta 2 expressos, posant les tasses sans un mot, puis s'éloigna. Le silence s'installa, épais, presque cruel. Claire desserra lentement les mains. « Je t'ai demandé de venir seule, Élodie. » Sa voix était douce, mais dans ses yeux, il y avait une tension froide. Ce n'est pas une menace, c'est une chance. Élodie baissa les yeux vers la tasse fumante, cherchant le courage dans ses mains tremblantes. « Explique-toi. Pourquoi moi ?» Claire inclina légèrement la tête, comme si elle examinait un livre intéressant. « Parce que tout ce qui touche Julien te touche. Tout ce qu'il cache pourrait te mettre en danger. Et parce que tu représentes un problème que certains veulent résoudre discrètement. » Élodie sentit un frisson. « Un problème? Un danger ?» Elle leva les yeux, défiant. « Que proposes-tu » Claire lissa sa jupe, puis répondit d'un ton mesuré. « Une somme considérable. Si tu acceptes de t'éloigner de lui, maintenant et pour toujours, tu n'auras jamais à poser de questions. Tu recevras ce qu'il faut pour vivre confortablement, sans jamais avoir à affronter ce que tu ne veux pas savoir. » Élodie resta muette. Son esprit tournait à toute vitesse. Une offre absurde, scandaleuse. Se retirer, abandonner ce mariage, fuir l'homme qu'elle commençait à connaître. Mais en échange, échapper à ce monde invisible, au jeu de pouvoir, aux risques qu'elle pressentait. Claire poursuivit. « Tu crois que ce mariage était spontané? Qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Non. Mais tu n'étais pas dans ses plans. Tu es entré dans son monde par accident ou par impulsion. Et cela change tout pour ceux qui veillent à sa sécurité. Pour eux, ta présence est une vulnérabilité. » Élodie respirait difficilement. Elle sentit la colère monter. « Et s'il refuse? Si je refuse ?» balbutia-t-elle. Claire sourit, lentement, sans douceur. « Alors tu deviens un fardeau, une source de fuite, de pression. Ce n'est plus une question d'argent dans ce cas. Il faudra des décisions plus radicales. » Le mot « radical » flotta entre elles, chargé de menaces implicites. Élodie sentit la sueur lui monter sur le front. Elle avait entendu des rumeurs, des insinuations dans les articles, mais jamais une menace directe, jamais un ultimatum aussi cruel. Elle se redressa légèrement, le visage ferme malgré la peur. « Je ne partirai pas. Je ne me laisserai pas acheter. » Claire ferma les yeux un instant, soupira. « J'admire ta ténacité. Mais tu dois comprendre, dans ce monde, les principes sont faibles quand les enjeux sont énormes. » Elle se pencha en avant, baissa la voix comme pour éviter les oreilles indiscrètes. « Accepte l'offre. Ne reste pas une femme exposée. Pour l'instant, tu n'as pas d'ennemis visibles. Mais ils arrivent.
Et quand ils arriveront, je ne pourrai pas te protéger. » Élodie sentit que chaque mot frappait comme un coup de marteau. Mais quelque chose en elle refusa de céder. Elle se leva, fit face à Claire d'un regard dur. « Je ne veux pas d'argent qui cache un abandon. Je ne veux pas fuir ce qu'on doit affronter. Je veux des réponses. » Claire la regarda longuement, ses prunelles analysant chaque micro-expression, chaque hésitation. « Réponse ?» dit-elle. « Certaines réponses sont plus dangereuses que l'ignorance. » Élodie secoua la tête. Elle savait que cette femme ne la comprendrait pas. Elle savait qu'elle venait de refuser une porte de sortie, peut-être la dernière. Elle se replaça sur sa chaise, posa ses mains sur la table, ses jointures blanches. « Je ne suis pas un problème à résoudre. Je ne partirai pas. » Claire soupira doucement, comme si elle regrettait l'immédiateté de cette conversation. « Très bien, » dit-elle calmement. « Mais alors tu dois accepter que tu entres dans une arène. Tu dois accepter les risques. » Elle se leva, ramassa son sac, le posa sur son épaule d'un geste mesuré. Elle s'approcha d'Élodie, posa la main sur son bras, effleurant la peau. Le contact fut bref, mais chargé. « Fais attention à ce que tu désires, » murmura-t-elle. Puis elle tourna les talons et sortit. Élodie la regarda partir, paralysée. Le café était désert maintenant. Elle s'assit lentement, le souffle court. Elle posa les coudes sur la table, enfouit le visage dans ses mains. Tout son corps tremblait. Elle avait refusé l'offre. Elle avait choisi de rester sans savoir pourquoi ni comment. Elle resta immobile plusieurs minutes, puis se redressa, sortit son téléphone et envoya un message à Julien. « Nous devons parler. » Elle hésita à appuyer sur « Envoyer ». Elle le fit finalement. Immédiatement, une notification arriva. « Où es-tu »« Je viens. » Elle relut le message, sentit un mélange de soulagement et d'angoisse. Il arriva quelques instants plus tard. Elle le vit descendre de sa voiture dans une ruelle adjacente. Il s'approcha rapidement, sans mot dire, le visage grave. Elle ne l'accueillit pas par des reproches. Elle attendit simplement qu'il soit devant elle. Le ton qu'elle prit fut calme, presque froid. « Il y a quelqu'un qui t'a proposé de l'argent pour que je m'éloigne. » Il ne réagit pas immédiatement. Ses traits se crispèrent, puis il ferma les yeux un instant, comme s'il prenait une décision. Quand il rouvrit le regard, il fixa Élodie d'un air de détermination mais de douleur aussi. C'était clair. Elle hocha la tête. Elle ne savait pas si elle pouvait croire chaque mot, mais elle devait savoir jusqu'où il irait pour la protéger. Le silence s'étendit entre eux, aussi lourd que les menaces qu'ils venaient d'affronter ensemble, ou presque ensemble. Elle regarda autour, l'ombre des bâtiments autour d'eux, le bruit lointain de voitures, le ciel obscurci. Elle sut que cette nuit basculerait une nouvelle page de leur histoire, une page pleine de dangers, de révélations, de décisions irréversibles. Et pour la première fois, elle comprit que l'amour ne suffirait peut-être pas, que pour survivre à ce monde qu'elle venait de pénétrer, elle devrait faire preuve de plus que de courage, de stratégie. Le nom d'Élodie Moreau venait d'envahir les écrans. Il était inscrit en lettres capitales, sur les bandeaux des journaux télévisés, imprimé sur les pages d'accueil des sites d'information économique, projeté sur les murs virtuels des réseaux sociaux. Un simple détail, inséré dans une fuite qui avait tout déclenché. Julien Lefebvre, PDG de Lefebvre Corporation, récemment marié à Élodie Moreau, fleuriste lyonnaise. La presse n'avait eu besoin de rien d'autre pour déclencher une tempête. En quelques heures, son visage apparaissait sur les moteurs de recherche, accompagné d'anciennes photos extraites de ses comptes personnels, des clichés volés de sa boutique et même de publications privées. Elle était devenue, malgré elle, un symbole. La femme inconnue devenue épouse du milliardaire le plus discret de France. Assise sur le canapé de l'appartement d'Annecy, Élodie serrait contre elle son téléphone, les yeux rivés sur l'écran où défilait un article après l'autre. Chaque titre sonnait plus intrusif que le précédent. Certains médias la dépeignaient comme une opportuniste, d'autres comme une figure romantique, tombée amoureuse d'un inconnu lors d'un mariage brisé. Elle n'avait rien demandé, rien provoqué. Et pourtant, toute sa vie privée, ses gestes, son passé, étaient désormais analysés, disséqués, exposés. Julien se tenait debout près de la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. Depuis la veille, il avait reçu des dizaines d'appels de ses collaborateurs, de ses avocats, de ses actionnaires. Tous exigeaient des explications. Tous voulaient savoir pourquoi son nom et celui de sa femme faisaient la une dans une situation aussi délicate.
L'article ayant révélé leur mariage faisait également allusion à un contrat interne confidentiel lié à une fusion que Lefebvre Corporation négociait depuis plusieurs mois. Certains pensaient à une coïncidence, d'autres à une fuite délibérée. Élodie se leva brusquement, se dirigea vers la cuisine, ouvrit le robinet, laissa l'eau couler sans même remplir son verre. Sa respiration était hachée. Elle se retourna vers Julien, la voix tremblante mais ferme. « Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas être traqué, épié, transformé en objet de curiosité nationale. » Julien s'approcha, mais elle recula d'un pas. « Tu avais promis que tu me protégerais. Et maintenant, ma famille reçoit des appels de journalistes. Ma boutique est encerclée de caméras. Mes amis sont harcelés. Mes parents ont dû fermer les volets de leur maison. » Il resta silencieux, son regard planté dans le sien. Il semblait plus tendu que jamais, son visage fermé, mais il ne chercha pas à se défendre. « Je suis désolé, Élodie. Je n'ai pas pu empêcher ça. » Elle le dévisagea, déchirée entre la colère et la peur. « Mais tu savais que ça arriverait. Claire te l'a dit. Et malgré ça, tu as continué à me garder dans ton silence, à me laisser dans l'ignorance. » Il baissa les yeux un instant, puis releva la tête, décidé. « J'ai essayé de te protéger à ma manière, mais maintenant, je ne peux plus reculer. » Le téléphone d'Élodie vibra. Encore un message, encore un article. Elle le jeta sur la table. « Je ne suis pas faite pour ça. Je suis une fleuriste. Je vendais des pivoines, des marguerites et du lilas. Je faisais des bouquets pour des mariages, des enterrements et des naissances. Je n'ai jamais voulu être la femme d'un homme invisible, devenu trop visible. » Julien s'approcha lentement, cette fois sans qu'elle recule. Il prit ses mains dans les siennes. « Élodie, je ne peux pas changer ce que je suis, mais je peux changer la manière dont je te protège. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas être protégée comme une menace. Je veux comprendre. Je veux participer. Ou alors je pars. » Ils se regardèrent longuement, et pour la première fois depuis le début de tout cela, elle sentit qu'il comprenait réellement. Il hocha lentement la tête, acceptant quelque chose qu'il refusait jusqu'ici. Partager son pouvoir, partager ses décisions, ne plus la laisser dans l'ombre. Mais avant qu'il ne puisse parler davantage, la sonnette retentit. 2 policiers en civil se présentaient à la porte. Leur ton était ferme, mais respectueux. Ils venaient, disait-il, pour assurer la sécurité du couple, sur ordre du ministère de l'Intérieur, alertés par les récentes menaces de groupes économiques concurrents. Julien leur parla brièvement, confirma qu'aucune protection armée n'était nécessaire pour le moment. Les hommes prirent note et repartirent, laissant un nouveau poids suspendu dans l'air. Le soir même, Élodie prit une décision inattendue. Elle monta dans sa voiture et retourna à Lyon, seule. Elle avait besoin de revoir ses racines, de respirer l'air de son passé, même s'il était devenu lourd. Sa boutique était fermée, des affiches de journaux accrochées sur la vitrine. À l'intérieur, tout était comme elle l'avait laissé. Elle entra, balaya les lieux du regard. L'odeur des fleurs séchées, la lumière tamisée, le bois ancien des étagères. Tout lui semblait minuscule après ce qu'elle avait vécu. Dans l'arrière-boutique, elle trouva une boîte en carton remplie de lettres anciennes, des correspondances de sa mère, décédée quelques années auparavant. Elle s'assit sur le sol, ouvrit l'une des enveloppes, lut les mots manuscrits, des conseils de vie, des pensées sur l'amour, la solitude, la dignité. Sa mère avait une façon d'écrire simple mais profonde. Une phrase retint particulièrement son attention. « Le vrai courage n'est pas de ne jamais avoir peur, mais de choisir ce qui compte malgré elle. » Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle se sentit soudain moins seule. Elle reprit son souffle. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle retourna à Annecy au petit matin. Julien l'attendait, sans un mot. Elle lui tendit la lettre. Il la lut, puis la plia avec soin. « Tu veux rester ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Mais pas dans le silence, je veux participer. Je veux comprendre ton monde pour ne plus subir ses conséquences. » Il la fixa longuement, puis répondit d'une voix grave, « Alors viens avec moi à Paris. Demain il y aura un événement majeur. Je veux t'y présenter, officiellement. » Elle le regarda sans cligner des yeux. « Pourquoi maintenant ?» Il posa une main sur son épaule, doucement. « Parce qu'il est temps que le monde te voie comme je te vois. » Et pour la première fois depuis le début de cette histoire improbable, elle sentit que les règles du jeu étaient en train de changer. Non plus cachées, non plus fuyantes, mais présentes, visibles.
prête à affronter ce qui viendrait. Les murs du Grand Palais à Paris vibraient sous les préparatifs du plus grand événement annuel de Lefebvre Corporation. Chaque année, ce gala réunissait les plus grands investisseurs, dirigeants de multinationales, représentants politiques, économistes de renom, influenceurs financiers. C'était l'endroit où les décisions à 8 chiffres se prenaient dans un murmure entre 2 coupes de champagne millésimées et 3 poignées de main stratégiques. Cette année, l'attente était d'autant plus forte que les récentes polémiques autour de Julien Lefebvre, son mariage précipité et la fuite d'un document confidentiel avaient déclenché un feu médiatique inégalé. Tous voulaient te voir, comprendre, juger. Julien, fidèle à son habitude, n'avait pas confirmé sa présence. Mais les rumeurs circulaient. On disait qu'il allait parler, qu'il allait apparaître publiquement pour la première fois depuis des années. Et plus surprenant encore, qu'il ne viendrait pas seul. Dans une suite d'hôtels discrète à quelques rues du Palais, Élodie fixait son reflet dans le miroir. Elle portait une robe sobre, noire, à la coupe nette, conçue par une styliste discrète que Julien avait engagée. Aucun bijou tape à l'œil, juste une paire de boucles d'oreilles en or mat. Ses cheveux étaient relevés en un chignon flou, laissant quelques mèches encadrer son visage. Elle avait le ventre noué. Ce n'était pas la peur du regard des autres, mais l'appréhension de ce que cette soirée pouvait signifier. Un tournant, une exposition totale, une affirmation. Julien entra dans la pièce, vêtu d'un smoking parfaitement taillé. Il la regarda longuement sans parler, puis s'approcha. « Tu es magnifique. » Elle ne répondit pas. Son regard cherchait autre chose. Il comprit. « Ce soir, tout le monde saura. Ce n'est plus une rumeur. Ce n'est plus un article. Tu seras à mes côtés, parce que c'est là que tu dois être. » Elle hocha lentement la tête. Puis ils descendirent ensemble, escortés par une voiture blindée discrète. Les rues de Paris défilaient sous les lumières de la ville, mais aucun d'eux ne parlait. Ils savaient que ce qui les attendait allait redéfinir les règles. L'entrée du Grand Palais était gardée par une sécurité renforcée. Des journalistes, tenus à distance, tentaient d'apercevoir les invités. À l'instant où Élodie posa le pied sur le tapis rouge, un flash aveuglant éclata. Julien, sans la lâcher, lui tendit la main. Elle la prit. Ensemble, ils avancèrent vers la salle principale. Les regards se tournaient, les chuchotements s'intensifiaient. On murmurait leurs noms, on jugeait leur tenue, leur attitude, leur proximité. On projetait des récits, des intrigues. La salle était immense, décorée avec une sobriété raffinée. Les invités étaient répartis par cercles d'influence. Élodie reconnut des visages aperçus dans les journaux économiques. Elle se sentait comme une pièce étrangère dans un puzzle millimétré. Mais Julien restait près d'elle, lui présentant quelques collaborateurs avec une assurance calme. Il ne la traitait pas comme une accompagnatrice. Il la positionnait à ses côtés, volontairement, visiblement. Le clou de la soirée était un discours attendu, prévu à 22 heures. Julien monta sur la scène sous un silence soudain, presque religieux. Il regarda la foule, puis ses yeux se posèrent sur Élodie. Il ne lut aucune note. Il parla simplement. « Mesdames et messieurs, vous me connaissez, ou du moins, vous croyez me connaître. Depuis plus de 15 ans, j'ai dirigé cette entreprise selon une ligne de discrétion et de performance. J'ai construit un empire basé sur l'efficacité, la stratégie, la confidentialité. Mais parfois, ce qui transforme véritablement une trajectoire n'est pas un chiffre, ni une fusion, ni un marché conquis. Ce sont les êtres humains, les liens que l'on crée. » Un murmure parcourut la salle. « Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que je ne suis plus seulement le PDG de Lefebvre Corporation. Je suis aussi un mari, un homme qui a découvert, par le plus improbable des hasards, qu'un geste impulsif peut être plus porteur de vérité que des années de calcul. » Il tendit la main vers Élodie. Un éclair de surprise traversa l'assemblée. Elle se leva lentement et le rejoignit. « Voici Élodie, ma femme, celle qui, sans le vouloir, m'a rappelé ce que signifie vivre, ce que signifie faire confiance, ce que signifie aimer. » Un silence étourdissant précéda une salve d'applaudissements. Certains sincères, d'autres mesurés, d'autres encore forcés, mais tous publics. Le visage de Claire Dubois, assise à l'une des tables proches de la scène, était figé. Elle ne battit pas des mains. Son regard froid se posa longuement sur Élodie, puis sur Julien. Elle comprenait ce que cela impliquait. Il avait choisi son camp. Il l'avait fait publiquement.
Et dans un monde où chaque mot prononcé devant un micro devient politique, ce choix était un acte irréversible. La suite de la soirée fut chaotique. Des journalistes cherchaient à entrer. Des partenaires internationaux demandaient des rendez-vous d'urgence. Des membres du conseil administratif, furieux, quittaient les lieux sans saluer. Mais Julien, impassible, resta près d'Élodie. Il ne se défendit pas. Il ne justifia rien. Il se contentait de poser calmement les nouvelles fondations de sa vie. Vers minuit, alors que les derniers invités quittèrent la salle, Claire s'approcha d'eux. Elle s'adressa à Julien d'un ton contrôlé. « Tu viens de tout mettre en péril. Le conseil se réunira demain. Attends-toi à des conséquences. » Julien acquiesça sans colère. « J'y serai. » Claire regarda Élodie une dernière fois. « Tu as gagné cette manche. Mais le jeu n'est pas terminé. » Elle partit, laissant derrière elle une tension palpable. Sur le chemin du retour, Élodie s'effondra dans le siège de la voiture, exténuée. Julien prit sa main. Il ne parla pas. Il savait. Elle venait d'être propulsée dans une arène où chaque faux pas coûtait cher. Mais elle n'était plus une simple fleuriste de Lyon. Elle était devenue, par choix, par courage, par amour, une actrice dans un théâtre bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et le lendemain, ce théâtre allait demander son premier prix, le pouvoir. Le lendemain du gala, Paris semblait plus lourde, plus silencieuse. Le ciel gris couvrait la ville comme une toile suspendue, menaçante. Dans une salle vitrée du siège de Lefebvre Corporation, le conseil d'administration s'était réuni en urgence. 17 personnes, tous membres influents, aux visages figés, vêtus de costumes sombres, étaient assises autour de la table en U. À l'extrémité, Julien Lefebvre, seul, le regard calme mais ferme, attendait que l'attaque commence. Claire Dubois se leva, d'un geste étudié, et prit la parole en première. Son ton était posé, mais chaque mot portait une charge. Ce qui s'est passé hier nuit était une faute grave de gouvernance. L'image de l'entreprise a été exposée de manière irresponsable. Julien Lefebvre a agi seul, contre l'avis de ses directeurs, en exposant publiquement sa vie privée dans un événement stratégique. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Julien resta impassible. Claire continua. Ce geste, aussi romantique qu'il puisse paraître à certains, a déclenché une perte de confiance de nos partenaires asiatiques, la suspension d'une négociation majeure avec la délégation canadienne et une chute immédiate de 5% de nos actions à l'ouverture des marchés. Elle se tourna vers lui, puis vers l'Assemblée. « Je demande sa suspension temporaire du poste de PDG, en vertu de l'article 15 de notre charte interne. » Un silence froid s'installa. Julien se leva alors lentement. « Vous avez raison sur un point. J'ai agi seul. J'ai choisi de mettre un visage sur une entreprise qui, depuis des années, n'était qu'un labyrinthe de chiffres. J'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Assumer que derrière chaque stratégie, il y a des êtres humains. » Il laissa un instant de silence, balayant la pièce du regard. « Je n'ai jamais fui mes responsabilités. Et si vous estimez que ma décision a mis l'entreprise en péril, alors je l'accepte. Je me retire. » Claire sembla surprise. Elle s'attendait à une résistance, une bataille. Julien Lefebvre, le fondateur, le stratège, cédait sans lutter. Mais il n'y avait pas de panique dans ses yeux. Il se contenta de poser ses clés sur la table, puis quitta la salle sans un mot de plus. Quelques heures plus tard, Élodie le retrouva dans leur appartement parisien temporaire. Il l'accueillit avec un sourire doux, mais fatigué. « C'est fait », dit-il simplement. Elle s'assit face à lui, le regardant avec attention. « Tu as abandonné ?» Il secoua la tête. « Non, j'ai choisi de me retirer avant qu'il ne me détruise. J'ai besoin de comprendre ce que je veux faire de tout ça, de moi. » Elle comprit à ce moment-là que Julien ne fuyait pas. Il reprenait le contrôle autrement. Et dans cet élan, elle ressentit une urgence. Elle devait agir. Il avait porté seul le poids de l'Empire. Maintenant, elle pouvait l'aider à rebâtir. Les jours suivants, ils retournèrent à Annecy. Julien redevint un homme simple. Il livrait des fleurs avec elle, réparait des étagères, nettoyait le sol de la boutique. Les mains dans la terre, il découvrait des gestes qu'il n'avait jamais faits, des rythmes qu'il n'avait jamais suivis. Il souriait. Vraiment. Il riait parfois. Il posait des questions sur les plantes, sur les mariages qu'elle préparait, sur les couleurs à associer. Mais derrière ce calme, Élodie préparait un plan. Depuis des années, elle lisait les journaux économiques, suivait les cours des marchés, plus par curiosité que par nécessité.
Elle connaissait les bases de la gestion. Elle savait parler. Elle savait convaincre. Et surtout, elle connaissait Julien maintenant. Ses méthodes, ses valeurs, ses erreurs. Un soir, elle entra dans leur bureau improvisé, un dossier entre les mains. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-elle. Julien leva les yeux. Elle déroula sur la table une proposition détaillée. Un projet de rebranding total de Lefebvre Corporation, fondé sur la transparence, la durabilité, l'impact humain. Un virage à contre-courant des logiques traditionnelles. Un retour aux fondamentaux, mais modernisé. Le monde change, Julien. Les investisseurs ne veulent plus seulement de bénéfices. Ils veulent du sens. Si tu reviens avec une vision nouvelle, claire, ancrée dans l'humain, tu peux reconquérir ce conseil. Il la regarda longtemps, presque ému. C'était la première fois qu'elle entrait dans son univers non comme témoin, mais comme actrice. « Tu veux vraiment entrer là-dedans » Elle hocha la tête. « Ce n'est plus ton empire. C'est notre combat maintenant. » Il tendit la main. Elle la saisit. Ils travaillèrent nuit et jour. Elle rédigeait, lui corrigeait. Elle proposait, il argumentait. Elle observait les tendances, il analysait les risques. Un tandem inattendu, mais redoutablement efficace. Ensemble, ils bâtissaient un projet que même Claire Dubois n'aurait pas pu anticiper. Lorsque tout fut prêt, Élodie prit une décision radicale. Elle irait seule à Paris pour présenter le plan. Julien devait rester à l'écart, montrer qu'il ne manipulait rien. Le matin de la présentation, elle enfila un tailleur crème, se coiffa simplement et monta dans le train avec le dossier soigneusement protégé. Arrivée au siège, elle fut accueillie avec scepticisme, mais elle demanda un temps de parole au conseil. Claire, surprise mais curieuse, accepta. Devant l'Assemblée, Élodie déploya son projet. Elle parla sans notes, avec clarté, fermeté et une sincérité désarmante. « Je ne suis pas une experte en finance. Je suis une femme qui a vu ce que votre PDG ne montrait jamais. Son épuisement, sa solitude, son besoin de trouver du sens. Ce plan ne vient pas de ses conseillers. Il vient de ce qu'il est devenu, de ce que nous sommes devenus. Si vous refusez, vous perdez plus qu'un dirigeant. Vous perdez une chance de renaître. » Elle termina sous un silence pesant. Puis un premier membre du conseil applaudit, un deuxième, puis un troisième. Claire Dubois, impassible, la remercia poliment. Mais dans ses yeux, un éclat nouveau était apparu. Pas de colère, pas de menace, du respect. Quelques jours plus tard, un communiqué officiel fut publié. Le conseil de Lefebvre Corporation annonce la réintégration de Julien Lefebvre au poste de PDG, accompagné d'un nouveau plan stratégique mené par un binôme inédit, Julien Lefebvre et Élodie Moreau. Pour la première fois, leurs deux noms apparaissaient côte à côte, non plus comme un scandale, mais comme une alliance, comme un choix, comme un nouveau chapitre. L'annonce officielle avait provoqué un écho d'une puissance insoupçonnée. Partout dans la presse spécialisée et les médias généralistes, les mots « Lefebvre Corporation »,« réintégration » et « Élodie Moreau » étaient analysés, décortiqués, amplifiés. Les journalistes les plus sceptiques avaient tenté de creuser la véracité du partenariat. Les chroniqueurs les plus cyniques y voyaient une manœuvre de communication pour redorer une image écornée. Mais les réactions majoritairement positives montraient une autre réalité. L'opinion publique voyait dans ce binôme quelque chose de profondément humain, une nouvelle dynamique, fraîche, audacieuse, inattendue. Julien et Élodie avaient repris les rênes, mais cette fois tout était différent. Le bureau parisien avait été réorganisé, les salles de réunion transformées en espaces collaboratifs, les hiérarchies aplaties, les silences pesants remplacés par des échanges francs. Élodie, sans jamais prétendre au titre de dirigeante, occupait une place centrale dans l'équipe stratégique. Elle apportait ce que les autres n'avaient jamais osé formuler, une vision claire, connectée au réel, au social, à l'essentiel. Le projet de rebranding était désormais en cours. Le slogan de la société avait changé. Croître? Oui, mais avec sens. Une formule simple, mais percutante. On modifiait les structures internes, en révisant les critères de rentabilité à la lumière de l'impact social. Le nouveau plan incluait la création de fondations écologiques, le financement de start-up locales, la mise en place de partenariats durables avec des communautés rurales en Europe de l'Est et en Afrique du Nord. Il ne s'agissait plus uniquement de chiffres et de bilans trimestriels. Il s'agissait d'héritage, de transmission, de responsabilité.
Mais derrière les chiffres et les sourires publics, un processus plus lent, plus intime se consolidait, la construction réelle d'un couple. Julien n'était plus ce dirigeant enfermé dans ses silences stratégiques. Il riait parfois à voix haute, il déjeunait avec les équipes, il posait des questions simples auxquelles il prenait le temps d'écouter les réponses. Il partageait. Et Élodie, de son côté, avait cessé de douter. Elle ne se sentait plus une invitée dans un monde codé. Elle y avait trouvé sa place non par faveur mais par mérite. Les employés la respectaient, pas à cause de son nom de famille, mais parce qu'elle avait osé venir leur parler directement, sans intermédiaire, sans jargon. Elle avait écouté les techniciens du siège logistique de Lyon, les gestionnaires du pôle RSE à Strasbourg, les développeurs du département innovation de Berlin. Partout, elle demandait la même chose. Que pouvons-nous améliorer ensemble? Et cette simple phrase avait plus de portée que 1000 circulaires. Elle ne dirigeait pas, elle inspirait. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées du siège parisien, une réunion stratégique fut interrompue par un message inattendu. La presse économique voulait interviewer Élodie seule. Julien haussa les sourcils. Elle hésita. Il lui laissa le choix. Elle accepta. L'entretien eut lieu dans un petit studio, sobre. L'intervieweuse, une femme expérimentée et respectée, commença doucement puis entra dans le vif du sujet. « Vous vous attendiez à être ici, aujourd'hui, à diriger l'une des plus grandes entreprises d'Europe aux côtés de votre mari ?» Élodie sourit, sans arrogance. « Non, je m'attendais à vendre des bouquets et à vivre une vie paisible. Et je ne dirige pas. J'accompagne, je propose, je questionne, et parfois je refuse. » La journaliste sembla surprise de la franchise. « Vous ne craignez pas qu'on vous accuse d'avoir bénéficié de votre statut marital ?» Élodie répondit sans détour. « Ce serait mentir que de dire que mon nom ne m'a pas ouverte à certaines portes. Mais si je ne donnais rien une fois entré, ces portes se seraient refermées bien vite. Je ne cherche pas la légitimité dans les titres. Je la cherche dans l'impact. » L'extrait de l'interview fut diffusé sur toutes les plateformes. En quelques heures, elle fut visionnée des millions de fois. Pas à cause du sensationnalisme, mais parce que ces mots sonnaient justes, accessibles, authentiques. Claire Dubois, qui avait repris un rôle secondaire au sein de la direction, observait cette montée avec une curiosité mêlée d'admiration prudente. Lors d'un conseil réduit, elle s'approcha d'Élodie pour la première fois depuis les tensions passées. « Vous avez fait ce que je pensais impossible. » Élodie la regarda, droite. « J'ai fait ce que je croyais juste. » Claire hocha lentement la tête, puis tendit la main. « Travaillons ensemble, désormais. » Ce fut bref. Pas une réconciliation, mais un pas. Julien, informé plus tard de cet échange, s'étonna. « Tu as convaincu Claire ?» Élodie haussa les épaules. « Je ne cherche pas à convaincre. Je veux construire. Ceux qui veulent te bâtir viendront. » Cette phrase resta longtemps dans l'esprit de Julien. Elle définissait mieux que n'importe quelle stratégie ce qu'Élodie avait apporté à sa vie et à son entreprise. Mais malgré tout ce que le couple avait accompli, une question restait suspendue entre eux. Leur mariage, leur union, leur serment n'avaient été qu'un accident magnifique, un acte impulsif, symbolique, mais privé de fondement réel à l'époque. Ils avaient grandi ensemble depuis. Ils avaient affronté des tempêtes. Mais il manquait encore quelque chose. Une célébration du choix, du présent, de l'amour conscient, choisi, partagé. Un matin, alors qu'il prenait un café sur la terrasse d'un appartement de Provence, Julien déposa une enveloppe devant elle. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une carte blanche, écrite de sa main. « Et si on se mariait vraiment cette fois ?» Élodie leva les yeux. Il ne souriait pas. Il attendait. Il respectait sa réponse. Elle ferma l'enveloppe, lentement, la posa à côté de sa tasse, puis se pencha vers lui. Avec des fleurs. Beaucoup de fleurs. Pieds nus et sans journaliste. Julien hocha la tête. Et des promesses. Réelles. Cette fois, elle sourit. Il la regarda longuement, comme s'il mesurait le chemin parcouru. Ce n'était plus une histoire de reconstruction. C'était une histoire de fondation. Et cette fondation était enfin prête à accueillir le plus important des édifices. Un amour construit librement, à l'abri des regards, mais ancré dans la vérité. Le lieu était trouvé, la date aussi. Et cette fois, rien ne viendrait interrompre la cérémonie. Rien ni personne. Le champ s'étendait à perte de vue, baigné par une lumière dorée de fin d'après-midi. Les collines provençales ondulaient au loin, paisibles, couvertes de lavande, de coquelicots sauvages et de blé mûr.
Au centre, une arche de bois clair avait été dressée, décorée de guirlandes faites de fleurs des champs, nouées une à une par les mains d'Élodie et de quelques amis proches. Pas de scène imposante, pas de chaises alignées à la perfection, pas de codes imposés. Ce mariage n'était pas une vitrine, mais une promesse réelle, partagée dans l'intimité, une célébration d'un choix et non d'une attente sociale. Julien attendait sous l'arche, vêtu d'un costume beige clair sans cravate, les manches légèrement retroussées, les cheveux ébouriffés par le vent chaud. Son visage, pourtant habitué aux expressions mesurées, trahissait une émotion difficile à contenir. Il regardait les invités s'installer lentement, des visages connus, familiers, et d'autres qui n'auraient jamais imaginé se retrouver là, dans ce décor simple, loin des gratte-ciel et des projecteurs. Parmi les présents, les parents d'Élodie, bouleversés mais heureux, Claire Dubois, discrète mais sincère, quelques anciens collègues de la boutique de Fleurs de Lyon et même certains membres du conseil d'administration qui, quelques mois auparavant, auraient trouvé l'idée d'un mariage champêtre, incongru. Aucun n'osa dire un mot hors de propos. Tous comprenaient qu'ils assistaient à quelque chose qui n'appartenait qu'à eux deux. Élodie fit son entrée sans musique orchestrée. Elle descendit lentement un petit sentier de terre bordé de pierres blanches, pieds nus, une couronne de fleurs fraîches dans les cheveux et une robe fluide ivoire, sans broderie, sans volume excessif. Elle marchait seule, sans cortège, son regard posé sur Julien, chaque pas incarnant un choix assumé. L'image frappa tous les invités. Elle était à la fois fragile et incroyablement forte. Une femme qui n'avait pas été choisie pour son rôle, mais qui avait décidé de l'assumer, à sa façon. Julien ne bougea pas. Il la regardait approcher comme s'il craignait que le moindre geste ne brise la magie du moment. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il tendit simplement la main. Elle la saisit. Aucun mot ne fut échangé immédiatement. Le silence avait plus de force que n'importe quelle phrase. Il n'y eut pas de discours officiel, ni de longue lecture. C'est Julien qui parla en premier. Il sortit un petit papier de sa poche, qu'il rangea aussitôt, incapable de lire ce qu'il avait préparé. Il leva les yeux, les planta dans ceux d'Élodie, et parla d'une voix tremblante mais sincère. « Tu es entré dans ma vie le jour où tout s'effondrait, et au lieu d'ajouter au chaos, tu y as mis de la lumière. Je t'ai rencontré dans le silence, je t'ai aimé dans l'incertitude, et aujourd'hui je te choisis dans la clarté. Je ne te promets pas une vie sans complications, mais je te promets une vie où chaque choix, chaque mot, chaque regard sera partagé. » Élodie sourit doucement. Elle inspira profondément puis répondit. « Je t'ai rencontré quand j'avais honte, peur, et que tout ce que j'avais prévu s'était écroulé. Tu n'as rien promis, tu n'as rien expliqué. Tu as simplement été là, et tu es resté. Tu m'as laissé découvrir qui tu étais, et tu as accepté de découvrir qui je suis. Ce que je promets aujourd'hui, ce n'est pas d'être parfaite, mais d'être vraie. De marcher avec toi, de te bousculer quand il le faudra, de t'aimer dans les jours calmes et dans les jours de tempête. » Ils restèrent un instant ainsi, debout, les mains jointes, les fronts presque touchants. Puis le témoin désigné, un ami d'enfance de Julien au rôle symbolique, prononça les quelques mots légaux nécessaires. Julien passa une fine bague à l'annulaire d'Élodie, puis elle fit de même. Le geste était simple, sans artifice, mais il portait un poids immense. C'était le mariage réel, celui qu'ils avaient choisi, préparé, vécu, non comme une réaction, mais comme une fondation. Le baiser fut doux, sans exagération. Mais au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, une salve d'applaudissements éclata parmi les invités. Des rires, des larmes, des regards échangés. Pas une mise en scène, mais un élan sincère. La suite de la journée se déroula en toute simplicité. De longues tables de bois avaient été installées à l'ombre des arbres. Des nappes en lin, des fleurs fraîches dans des pots en verre recyclés, des plats faits maison apportés par les invités eux-mêmes. Julien et Élodie servirent, rirent, discutèrent avec chacun. Aucune barrière, aucune hiérarchie, juste une atmosphère de fête chaleureuse et vraie. Vers le soir, quand le soleil commença à disparaître derrière les collines, Julien emmena Élodie à l'écart. Ils s'assirent sur un muret de pierre face à l'horizon. Il passa un bras autour de ses épaules et elle posa la tête contre lui. « Tu crois qu'on a vraiment trouvé notre place ?» demanda-t-elle doucement. Il réfléchit un instant. « Je crois qu'on l'a construite et qu'on continue. » Ils restèrent là, longtemps, en silence, observant le ciel se teinter de rose et d'orange.
il n'y avait plus de peur, plus de faux semblants. Il ne restait que deux personnes qui s'étaient choisies, affrontées, soutenues, et qui, contre toute attente, avaient transformé un désastre en promesse. Non pas une fin heureuse figée, mais un début continu, libre, sans masque ni fuite. Et lorsque les premières étoiles apparurent dans le ciel clair de Provence, Élodie ferma les yeux un instant. Elle ne se demandait plus ce qui serait demain, car pour la première fois depuis longtemps, elle était exactement là où elle devait être, avec lui, et surtout avec elle-même.